Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Baptiste Guichard, je suis cardiologue dans l'unité de rythmologie et de stimulation cardiaque du professeur Antoine Dacosta au CHU de Saint-Étienne. Et durant les 15 prochaines minutes, on va voir ensemble les différents éléments à bien maîtriser pour une prise en charge de fibrillation atriale dans un service des urgences. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un rationnel, il faut bien l'avoir en tête. Fibrillation atriale et risque thromboembolique, c'est vraiment un enjeu majeur puisque les patients qui ont une fibrillation atriale ont 5 fois plus de risques de développer un accident thromboembolique, que ce soit un AVC ou un embole systémique dans les suites. La prévalence des AVC dans une population de fibrillation atriale est d'environ 6%, et la fibrillation atriale représente un tiers des étiologies de survenue de la fibrillation atriale. De plus, les AVC d'origine cardio-embolique ont un moins bon pronostic en termes de mortalité, mais aussi en termes de handicap. C'est les AVC qui sont dus à la fibrillation atriale concernent un territoire cérébral plus important généralement, avec une répercussion au long cours qui est plus péjorative. Alors, une fois qu'on a ces éléments en tête, on va aborder cet item de fibrillation atriale et de gestion des anticoagulants en plusieurs points. D'abord, on va revoir les différents traitements antithrombotiques qui sont disponibles. Puis, on va voir la prise en charge anticoagulante lors de la survenue d'une fibrillation atriale, donc une FA de novo. Puis, la fibrillation atriale et la gestion des anticoagulants chez un patient qui est déjà connu avec une fibrillation atriale. Et puis après, on va voir des situations cliniques qui peuvent être plus compliquées dans la gestion du traitement anticoagulant. Juste pour vous le rappeler, la gestion du risque thromboembolique doit vraiment être la priorité dans la prise en charge d'un patient avec la fibrillation atriale. Et je vous remets ici les recommandations de la Société européenne de cardiologie qui propose de décliner le traitement de la fibrillation atriale en 3 axes. A pour l'anticoagulation, B pour une meilleure symptomatologie et C pour la prise en charge des facteurs de risque. Et donc, bien sûr, le but de ce topo est vraiment de préciser la prise en charge de l'anticoagulation aux urgences. Alors, quelle anticoagulation proposer lorsqu'on a un patient avec une fibrillation atriale? Alors, cette dernière décennie, il y a eu plusieurs essais randomisés de non-infériorité qui ont permis de comparer les anticoagulants oraux directs versus le traitement de référence qui était des anticoagulants oraux par antivitamine K. Je suis désolé. J'ai un souci. C'est tout bon. Donc, plusieurs essais ont donc comparé anticoagulants oraux directs versus AVK. C'était des essais de non-infériorité, il faut bien le rappeler. Et puis, cette méta-analyse permet de regarder l'utilité des anticoagulants oraux directs par rapport aux AVK en termes d'efficacité et en termes de sécurité. Il est intéressant de regarder qu'il y avait moins d'événements thromboemboliques sous traitement anticoagulant oral direct par rapport à la warfarine. On le voit ici avec un risque relatif qui ne comprenait pas l'unité. Et puis, en termes de sécurité, il y avait une observation d'un effet favorable des anticoagulants oraux directs, même s'il s'agissait d'essais de non-infériorité, et que donc, dans ce cas-là, on pouvait conclure de ces études que les traitements anticoagulants oraux directs étaient non inférieurs au traitement antivitamine K. Alors, pourquoi c'est important d'insister sur cette non-infériorité? C'est parce que de toute façon,
les anticoagulants oraux directs, il était important de regarder leur sécurité et leur efficacité, mais que d'autant plus, et surtout aux urgences, les anticoagulants oraux directs présentent des avantages par rapport au traitement antivitamine K. En effet, ils ont une marge thérapeutique qui est bien plus large que les traitements AVK, moins d'interactions médicamenteuses et liées à l'alimentation. Pas besoin de contrôler l'efficacité par un monitorage biologique et pas besoin de faire de relais héparine AVK. Raison pour laquelle, nouveauté des recommandations ESC 2020, il est bien noté que les anticoagulants oraux directs dans la fibrillation atriale sont recommandés en préférence, donc en première intention par rapport aux AVK. Donc que les AVK doivent être réservés soit en cas de contre-indication ou de non-indication aux AVK, et puis si en deuxième intention, dans ce cas-là. Alors, prescrire des anticoagulants oraux directs, on l'a vu, ça doit être fait en première intention, mais il faut bien respecter les règles de prescription. Et il faut se poser, du coup, 2 questions principalement. Premièrement, est-ce qu'il s'agit d'une fibrillation atriale valvulaire? Et dans ce cas-là, il faut bien maîtriser la définition. Est-ce que le patient est porteur d'une prothèse mécanique mitrale ou aortique? On parle bien ici d'une prothèse mécanique et donc les prothèses biologiques ne sont pas concernées dans cette définition de fibrillation atriale valvulaire. Et est-ce qu'il existe un antécédent de rétrécissement mitral hémodynamiquement significatif, c'est-à-dire au moins modéré jusqu'à sévère? Si la fibrillation atriale est considérée comme valvulaire, les anticoagulants oraux directs ne sont pas indiqués, donc il faut amorcer un traitement par antivitamine K. Deuxième question à se poser, est-ce qu'il y a une insuffisance rénale chronique sévère de stade 5 avec une clairance de la créatinine par le Cockcroft inférieure à 15 ml par minute? Si c'est le cas, les recommandations vont dans le sens où il faut initier un traitement par AVK. Si nous répondons de manière négative à ces 2 premières questions, il est donc indiqué, en première intention, de proposer un traitement anticoagulant oral direct. Je vous remets ici les règles de bonne prescription des 2 principaux anticoagulants oraux directs. Et donc, les règles de bonne prescription, c'est de respecter les faibles doses et les bonnes doses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pour les faibles doses avec le rivaroxaban, elles concernent les patients qui ont une clairance de la créatinine par le Cockcroft qui est entre 15 et 50 ml par minute. Dans tous les autres cas, une pleine dose doit être 2. Le risque hémorragique, les autres comorbidités ne doivent pas intervenir dans la règle de prescription d'une faible dose ou d'une dose pleine. Par rapport à l'apixaban, 2 cas de figure. Soit le patient a une clairance de créatinine entre 15 et 30, donc une insuffisance rénale chronique stade 4, soit il a des 3 critères qui sont un âge supérieur à 80 ans, un faible poids inférieur à 60 kg ou une créatinémie qui est supérieure à 133 micromoles par litre. Si tel est le cas, une faible dose par 2,5 mg 2 fois par jour doit être proposée. Dans tous les autres cas, et là j'insiste bien, il n'y a aucun autre facteur qui doit faire privilégier une faible dose par rapport à une dose pleine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres anticoagulants? En effet, il y a le réflexe de mettre des traitements par héparine. Alors, il n'y a pas d'essais ou d'essais randomisés ou d'études observationnelles qui ont prouvé la supériorité de l'héparine par rapport aux AOD dans la prise en charge de la fibrillation atriale, que ce soit au long cours, mais surtout lors de la prise en charge aux urgences. Mais par contre, ils peuvent être utilisés. Il y a les héparines non fractionnées, que ce soit par voie IV ou par voie sous-cutanée. En France, les héparines de bas poids moléculaire n'ont pas leur autorisation de mise sur le marché dans cette indication, même si en pratique clinique, elles sont largement utilisées. J'aimerais mettre ici en évidence quand même des inconvénients de la prescription d'héparine dans le cas de la fibrillation atriale. Il y a un risque
théorique de thrombopénie induite à l'héparine, et il y a un risque hémorragique qui est plus important que par rapport aux anticoagulants oraux directs. Ce sont autant d'arguments qui nous font préférer les anticoagulants oraux directs par rapport à la prescription d'héparine avec un relais par AVK ou héparine avec discussion par la suite AOD ou AVK. Et puis, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que dans cette méta-analyse des différents AOD par rapport aux AVK, ils avaient fait des analyses en sous-groupe par rapport aux patients qui avaient une FA de novo, donc qui étaient naïfs de toute anticoagulation, donc une fibrillation atriale qui venait d'arriver par rapport aux patients qui avaient déjà un anticoagulant. Et pour la plupart, quand on regarde cette population qui avait déjà des anticoagulants par rapport à une fibrillation atriale, on voit qu'en termes d'efficacité et en termes de sécurité, donc en termes d'hémorragie, les AOD ont le même profil en cas de FA de novo par rapport à une FA au long cours. Donc, il semble, dans cette étude, dans cette analyse de sous-groupe, sécuritaire de proposer les AOD en cas de survenue de fibrillation atriale. Alors, quand il y a une fibrillation atriale de novo, donc quand le patient vient pour une découverte de fibrillation atriale aux urgences, j'aimerais vous délivrer 3 messages. Le premier, c'est que s'il y a une stratégie de contrôle du rythme qui est discutée, dans ce cas-là, l'anticoagulation est réalisée quel que soit le score de Schatzvask. En effet, quand on fait un zoom sur cet algorithme présenté par le docteur Duchesne, lorsqu'il y a une stratégie de contrôle du rythme, qu'elle soit précoce ou retardée, il y a avant toute chose la gestion du risque thromboembolique. Et on voit sur ce schéma que la stratification du risque thromboembolique en fonction du score de Schatzvask n'intervient pas. L'anticoagulation est donc obligatoire pour tout patient en fibrillation atriale de novo qui va avoir une stratégie de contrôle du rythme. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que contrairement à la maladie thromboembolique veineuse, donc l'embolie pulmonaire, la prescription d'un anticoagulant n'est pas une urgence dans le sens où toute minute ne compte pas. En effet, le risque thromboembolique à court terme dans une fibrillation atriale, qui peut être stratifié par le score de Schatzvask, c'est un risque d'AVC annuel. Donc le fait de se poser un instant, de regarder les indications d'anticoagulation, de regarder s'il n'y a pas de contre-indication à l'anticoagulation, et donc de se laisser du temps, 1 heure, 2 heures, n'est pas un événement préjudiciable pour le patient. Par contre, s'il y a une stratégie de contrôle du rythme précoce, que ce soit lors d'une défaillance hémodynamique ou lorsqu'il va y avoir une décision, une FA très précoce avec décision de stratégie de contrôle du rythme précoce, dans ce cas-là, l'anticoagulation doit être démarrée une fois la décision prise, le plus rapidement possible. Le troisième message, c'est que l'évaluation du risque thromboembolique par le score de Schatzvask reste important aux urgences pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'évaluation du score de Schatzvask rentre dans la décision de savoir si l'on peut réaliser ou s'il est raisonnable de réaliser une réduction précoce de la fibrillation atriale ou non. Donc, elle va conditionner la stratégie de contrôle du rythme précoce ou non. Et deuxièmement, une fois la réduction de la fibrillation réalisée précocement, par exemple aux urgences, si elle a été décidée, le score de Schatzvask va nous permettre de savoir quelle va être la durée de l'anticoagulation, avec une durée minimale de 4 semaines pour les patients qui présentent un score de Schatzvask extrêmement bas, ou une anticoagulation au long cours pour les autres. S'il y a un patient qui arrive au service des accueils des urgences avec un anticoagulant et une fibrillation atriale, voici une checklist de questions à se poser. D'une part, est-ce qu'il y a bien une indication à un traitement anticoagulant dans ce cadre-là? Si l'anticoagulant a été prescrit pour une fibrillation atriale, quel est le score de Schatzvask? Et en fonction du score de Schatzvask, est-ce qu'il y a une indication de le poursuivre ou non? Et surtout, est-ce qu'il y a une autre indication que la fibrillation atriale pour une anticoagulation curative?
La deuxième grande question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une indication à ajuster la dose d'anticoagulant oral direct. En effet, il faut bien vérifier à chaque fois, et ça doit être bien réévalué, ça a été clairement dit dans les recommandations 2020, à chaque contact médical, la posologie des anticoagulants oraux directs doit être discutée en fonction de la fonction rénale et en regardant s'il n'y a pas de contre-indication aux anticoagulants oraux directs. D'autre part, si un patient est sous antivitamine K et fibrillation atriale, il est de bon ton de regarder si le patient présente un INR dans les marges thérapeutiques et s'il ne l'est pas, de discuter le switch par anticoagulant oral direct. Alors maintenant, on va aborder quelques situations cliniques qui peuvent poser la question qui peut être plus difficile dans la gestion des anticoagulants dans la fibrillation atriale. Et pour commencer, la fibrillation atriale chez le patient âgé. Donc, les patients âgés, ça a été clairement décrit dans une étude observationnelle dans les Pays de la Loire. Les patients âgés ont un plus haut risque thromboembolique et ceci de manière graduelle en fonction de leur âge, avec une augmentation du risque thromboembolique qui est moins significative. En 2015, cette étude observationnelle s'est intéressée à savoir si les patients étaient anticoagulés versus non anticoagulés, et on voit que les patients, même très âgés, tiraient un bénéfice d'une anticoagulation, que ce soit pour la survenue d'AVC ou d'embolie systémique, mais aussi en termes de décès. Alors, quel anticoagulant proposer chez les patients âgés? Lorsqu'on regarde cette sous-étude, cette analyse en sous-groupe de la méta-analyse des études Princeps de la validation des AOD versus AVK, on voit que chez les patients âgés de plus de 75 ans, on voit cette même tendance, le même comportement en termes d'efficacité, et donc la diminution des risques d'AVC et d'embolie systémique, et en termes d'hémorragie. Donc, même s'il s'agit d'une étude en sous-groupe qui doit être analysée avec précaution, mais les anticoagulants directs semblent sûrs et efficaces dans une population de gériatrie. Et le grand âge ne doit pas être un facteur limitant de la prescription d'un anticoagulant oral direct. Autre cas de figure, fibrillation atriale et coronaropathie. La guidelines ESC 2020, et on ne va pas le reprendre en détail, mais vous voyez ici, montre que la gestion des patients qui ont une coronaropathie et qui ont une fibrillation atriale, au long cours, à distance de l'événement coronarien, il y a une place qui peut être réservée à l'anticoagulation seule, avec un arrêt de l'aspirine et du deuxième antiagrégat plaquettaire au-delà de 1 an pour tout le monde et dans certains cas plus précocement. Par contre, il faut bien avoir en tête que cette décision est prise de manière collégiale en fonction du type de revascularisation coronaire, du risque hémorragique et du risque thromboembolique du patient. Donc, avant de se dire le patient, il a une fibrillation atriale avec une coronaropathie, il a un antiagrégat plaquettaire et un anticoagulant, je vais arrêter l'antiagrégat plaquettaire selon les guidelines, il est toujours important d'appeler soit le cardiologue traitant, soit le médecin qui a fait la coronagraphie pour valider ce type de prise en charge. Et puis enfin, fibrillation atriale et cancer. On sait que cette configuration, cette situation clinique pose problème dans la maladie thromboembolique veineuse. Il n'y a pas d'essai randomisé qui s'est intéressé précisément à la prise en charge anticoagulante dans la fibrillation atriale dans une population atteinte de cancer, mais cette méta-analyse reprenant des sous-groupes de patients avec une fibrillation atriale et cancer montre que l'utilisation d'un anticoagulant oral direct semble être favorable, avoir un profil favorable en cas concernant l'efficacité, c'est-à-dire la survenue d'AVC ischémique, mais aussi en termes de sécurité, avec un profil au niveau des hémorragies qui semble favorable par rapport à la prescription d'AVK dans ce contexte. Donc là aussi, pas de preuves certaines, mais il y a un faisceau d'arguments qui nous font dire que dans une population FA et cancer, l'utilisation d'anticoagulants oral direct semble à la fois efficace et sécuritaire par rapport à l'utilisation d'AVK. Alors,
Avant de vous laisser, voici quelques messages clés de cette présentation. Les AOD sont recommandés en préférence aux AVK en cas de fibrillation atriale, mais il faut bien se rappeler des différentes questions à se poser pour voir s'il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation d'AOD, que la prise en charge anticoagulante est systématique en cas de décision de contrôle du rythme, qui est souvent le cas en cas de FA de nouveau, et non dépendant du score de Schatz-Vascore. Troisièmement, l'indication d'anticoagulant oral direct doit être réévaluée à chaque prise de contact médical et donc lors d'une consultation aux urgences, et que les AOD semblent une arme thérapeutique efficace et sécuritaire dans des populations qui peuvent être plus fragiles, que ce soit chez les patients âgés, mais aussi chez les patients avec un cancer. Je vous remercie pour votre attention.